Bonjour mesdames et messieurs, me voici encore devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette grande émission Savoir particulier. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur de tous les jours, de tout le temps, Jos Kanza, qui vous présente cette émission Savoir particulier. Aujourd'hui, Savoir particulier reçoit pour vous Monsieur Jérôme Keyanina, préfet du complexe scolaire Le Caneton. Nous sommes ici à la 7 de l'école et nous sommes ici dans son bureau. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler plus sur un sujet qui est plus à la pédagogie, l'évolution de la pédagogie, l'évolution de la pédagogie dans notre pays. Quel l'avantage, désavantage, nous allons parler autour de ça. Notre entretien sera basé plus à la pédagogie. Bonjour Monsieur Jérôme. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je suis ravi de vous revoir encore aujourd'hui. Oui, oui. Voilà, merci d'abord pour l'opportunité et puis merci pour notre invitation. Oui. Et voilà, nous sommes ici à l'école Caneton, complexe scolaire Caneton. Vous êtes préfet de l'école. Oui. Monsieur Jérôme, dites-nous un peu notre système pédagogique de notre pays. Quelle est l'évolution? Voilà, parce que c'est ça le thème. Nous allons commencer par là d'abord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir posé cette question qui a des traits avec notre métier. Par rapport au système éducatif congolais, nous trouvons qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir. Pourquoi? Parce que le système, c'est l'ensemble d'éléments. Et tous ces éléments-là doivent fonctionner d'une manière ordonnée. Prenons par exemple un vélo. Il y a la chaîne et tout ça. Quand ça tourne, ça fait un système. Une fois on amène cette notion dans l'éducation, jusque-là nous trouvons que notre système éducatif a vraiment un problème. Parce que même le programme national que nous utilisons dans notre pays n'est pas adapté par rapport à la situation de notre pays. C'est un programme que nous avons pris de l'étranger. C'est un programme qui n'est pas le nôtre. Nous pouvons dire qu'il y a l'incompatibilité entre notre pays, la République démocratique du Congo, et les contenus qu'on trouve dans notre programme. La conjoncture. La conjoncture. Parce que l'élaboration du programme, il faut d'abord savoir quel est le besoin réel de la société. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons le problème sanitaire, nous avons le problème de nos routes, nous avons le problème pour nous déplacer, ça pose un problème. Alors, il faut qu'on trouve un contenu. Voilà, cela veut dire que, cela veut dire qu'il faut ajouter d'autres cours ou bien essayer un peu de voir, de revoir quand même, faire de réformes de notre système éducatif? Oui, il faut réformer. Il faut un changement radical. Il faut chercher un programme qui sera adapté à la situation de notre pays. Je vous donne un exemple très simple. Il y a certains coins dans notre pays où les élèves n'ont jamais vu l'ordinateur. Je me réserve de citer ces coins-là, mais vous connaissez ça. Il faut quand même... il y a les cours d'informatique répandus dans toutes les écoles et c'est réparti même dans notre programme, il faut donner l'informatique. Et pourtant, il y a certaines écoles où même les enseignants n'ont jamais touché l'ordinateur. Quelle est l'informatique que vous voulez donner au niveau de cette école-là? Vous connaissez dans notre pays, il y a certains enfants qui n'ont jamais vu l'écran télévisé. L'écran, c'est que les enfants jouent avec ça ici à Kinshasa. Parce que la République démocratique du Congo ne signifie pas seulement la ville-province de Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale. Or, la RDC, c'est un pays ayant une dimension continentale. Or, le programme, nous l'appelons national, c'est-à-dire il doit être adapté à travers tous les pays. Or, ce qui n'est pas le cas. Même le manuel que nous utilisons, ce n'est pas nos manuels. Est-ce que
là, vous donnez la responsabilité à qui en fait? C'est l'État congolais, ce sont les parents, ce sont vous, de personnel pédagogique, ou bien je ne sais pas. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Là, nous devons être clairs. Le pouvoir qui a le monopole d'organiser l'enseignement, le pouvoir organisationnel de l'enseignement dans un pays, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Parce que c'est notre État qui a en son sein un ministère qui s'occupe de l'enseignement. Vous êtes sûr que ce ministère travaille mieux? Bon. Parce que là, quand vous donnez la responsabilité à l'État congolais, cela veut dire que non, vous donnez la responsabilité au ministère de tutelle. Donc cela veut dire que non, est-ce que ces ministères travaillent bien? Jusque-là, je ne saurais pas être hypocrite par rapport à cette question. À mon humble avis, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de choses à revoir. Il y a l'idée qu'on a annoncée par rapport à la gratuité de l'enseignement. Or, pour y arriver, il fallait d'abord commencer à identifier les enfants qui étaient en dehors du circuit scolaire, les enfants qui n'étudiaient pas. Les enfants de la rue, de tout. Il n'y a pas les enfants de la rue. La rue n'a jamais donné naissance. Ce sont les enfants comme les autres enfants. Si la rue, c'est la mère, alors le père de ces enfants-là, la rue là, bon, c'est au féminin, c'est la maman. Maintenant, qui est le père de ces enfants-là qu'on attribue à la rue? Il y a plusieurs enfants de la rue qui n'ont pas de père, qui sont des bâtards. Ce sont les enfants abandonnés. Mais ils ne sont pas enfants de la rue parce que la rue n'a jamais conçu. Veuillez m'adresser une maternité où vous avez trouvé une rue en train de donner naissance. Nulle part au monde. Donc tous ces enfants-là, il fallait d'abord commencer à les identifier. Dès que vous trouvez que non, c'est 10 millions d'enfants par exemple, ou bien 20 millions d'enfants congolais n'étudiaient pas. Il fallait maintenant prendre un calcul de savoir que pour que tous ces enfants-là soient intégrés, il faut construire combien d'écoles, il faut combien de salles de classe. Donc il ne fallait pas qu'on puisse commencer d'abord à la gratuité. Non. Il fallait d'abord commencer à construire des écoles. À construire les écoles qui vont accueillir les enfants qui n'étudiaient pas. Parce que vous n'allez pas me dire une école qui était conçue pour accueillir, par exemple, 300 élèves, mais aujourd'hui, vous voulez amener 1500 élèves dans cette école-là. D'après vous, est-ce que ça va réussir? Il fallait d'abord commencer par la construction des écoles, la construction des locaux, la mécanisation de nouvelles unités, parce que ce sont ces enseignants-là qui vont commencer à enseigner tous les enfants qui n'étudiaient pas. Mais vous, vous êtes journaliste, est-ce que vous pouvez me citer même 5 nouvelles écoles qui sont déjà construites ici à Kinshasa? Parce que je ne saurais pas vous amener en province. Peut-être réflexionner, là, on peut pas être... Parce qu'il y a une différence entre réhabiliter une école et construire une école. Réhabiliter une école, c'est-à-dire, il y avait déjà une école. L'école fonctionnait déjà, les enfants y étaient déjà, mais on a trouvé les locaux, peut-être la toiture, tout ça. Là, on vient, on réhabilite. L'école revêtue sa nouvelle robe. Mais construire une école, c'est là où il n'y avait pas l'école. Il y avait soit une forêt, un terrain vide. Cela veut dire qu'il y a l'absence de l'autorité. Il y a l'absence. Donc, dans ce secteur-là, vraiment, ça ne tourne pas bien. Ça ne tourne pas bien parce que ça n'était pas bien planifié. Il y a tout un cours qu'on appelle la planification de l'éducation. Ça, on a appris à l'université. Nous avons trouvé que avant d'entamer la gratuité, il fallait d'abord associer nous qui sommes experts dans ces domaines-là pour qu'on puisse aider le gouvernement à réussir. L'idée était bonne. C'est garanti même par la Constitution, sauf que c'est la procédure qui a failli. Très bien, sauf que la procédure qui a failli, là nous sommes ici au complexe scolaire le Caneton, en face de monsieur le préfet, monsieur Jérôme Keanina. Monsieur Jérôme Keanina, vraiment cet entretien, je pense bien que vous êtes partout dans le monde, vous nous suivez via KBS Congo TV, via d'autres chaînes et tout. Et j'espère que non.
des autorités suivent aussi cette émission et ils vont quand même comprendre que non, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir, surtout dans leur milieu éducatif. Je peux dire encore quels sont les cours qu'on peut ajouter pour donner vraiment par rapport à notre conjoncture, quels cours qu'on peut ajouter? Merci beaucoup pour cette question. Il y a encore des cours qu'on peut ajouter. Parce que vous connaissez la RDC, notre pays, c'est un pays qui a beaucoup de potentialités, qui a beaucoup de richesses, mais qui demeure jusque-là inexploité. Comment expliquer pour qu'un Congolais mange un poisson, ces poissons-là doivent venir de l'extérieur et pourtant nous avons des rivières? Comment expliquer pour manger du riz, il faut que ce riz-là vienne de la Chine, vienne du Pakistan et consorts, et pourtant c'est nous qui constituons même le poumon de la forêt à travers le monde. Il y a la forêt d'Amazon et tout ce qu'on a toujours dit là, non. Cette forêt a été plantée, mais nous avons une forêt naturelle. Mais la forêt demeure jusque-là inexploitée. Pourquoi ne pas rendre notre programme pratique? C'est-à-dire quoi? Pêche et élevage. Pêche, élevage, agriculture, tout ça. Et vous allez voir, les enfants qui obtiennent ces diplômes-là ne seront pas là pour demander de l'emploi. Eux-mêmes, aussitôt terminés, ils vont créer de l'emploi. Ils vont commencer à produire. Par rapport à notre programme qui nous rend seulement verbeux là, on parle trop, à la rue, tout ça. Il n'y a pas l'agriculture aussi, parce qu'à l'université, je pense bien qu'il y en a. Pêche, élevage, agriculture aussi. Mais mon grand-père était moniteur agricole. Laissez-moi vous donner, vous parler de cette historiette-là. Mon grand-père était moniteur agricole. Il avait fait combien d'années? 3 ans. Là, c'est à l'époque des Belges. 3 ans. Et après ces 3 ans, il produisait beaucoup. Il produisait beaucoup. Mais aujourd'hui, l'enfant qui a fait la maternelle, 3 ans. Après la maternelle, il commence l'école primaire. Là, c'est 6 ans. Après l'école primaire, il commence le secondaire jusqu'à obtenir son diplôme d'État. Je me réserve de citer une section parce qu'il risque de dire que je suis en train de les décourager. Mais dès que cet enfant-là obtient son diplôme, si vous prenez 6 ans du primaire, plus 6 ans du secondaire, ça fait 12 ans. Plus 3 ans de la maternelle, faites un peu la sommation, ça fait déjà 15 ans d'études. Quelqu'un qui a étudié pendant 15 ans, quel est son apport à la société? Qu'est-ce que cet enfant est capable de produire? Est-ce que le type d'homme que la société congolaise a besoin? De la production pratique en fait. Pratique. Laissez-moi vous donner un extrait de ce que nos musiciens ont toujours dit. Batonga kamboka na maloba ya pamba te, non. Pour construire un travail. Alors qu'on trouve un contenu qui va permettre à nos jeunes de commencer à produire eux-mêmes. Dès que l'enfant étudie, même pendant 6 mois, nous avons un ministère de formation professionnelle et arts et métiers. Mais donnez-moi même 5 centres de formation ici que le gouvernement a déjà construit. Combien? Il y a les particuliers quand même qui œuvrent dans ce secteur-là. Or, je vous ai dit dès l'introduction de cette émission que le pouvoir organisationnel de l'enseignement dans un pays, c'est l'État et non les particuliers. Les particuliers qui œuvrent aussi dans ce secteur-là ne sont pas pris en charge par l'État. Mais il y a un ministère de PME, non? Un ministère de petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes entreprises. Oui, concrètement. Ils sont subventionnés. Subventionnés, mais concrètement, on ne les sent pas. Peut-être ici à Kinshasa, vous voyez des bureaux, mais à l'intérieur. Ici, je parle plus particulièrement à l'intérieur du pays, dans des provinces là-bas. Là où il y a des forêts, les enfants qui sont à Dungu, les enfants qui sont à Chabunda, à Tchonka, à Walikale, à Kipatakatika, à Bungandanga. Pourquoi ne pas chercher à regrouper tous ces jeunes-là, les former, et cela va permettre aussi à désengorger la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous êtes d'accord avec le général Kasson Kabout
pour ce qu'il fait par rapport au Kuluna. Oui. Quand Yamaka CC, il y a le métier, il y a des jeunes qui sont là, qui font l'agriculture, qui font pêche élevage, qui sont plus menuiserie, maçonnerie, tout. Est-ce que ce genre de choses, c'est à féliciter quand même? Vraiment, laissez-moi d'abord saluer. Convertir un Kuluna à un monsieur, à un homme honnête. Ça, c'est très bien. Je salue l'initiative. Même ce que nous voyons à la télé, quelqu'un qui était là pour couper les gens, pour extorquer, pour piller, il devient capable de produire quelque chose. Ça, c'est très bien. Pourquoi ne pas répandre cette notion-là dans tous les autres secteurs qui ont des traits avec l'éducation? C'est que ceux qui ont conçu cette idée-là, vraiment, je suis derrière. Un Kuluna qui devient aujourd'hui producteur, qui devient utile à la société. Un Kuluna d'hier, mais maçon d'aujourd'hui. Un Kuluna d'hier, couturier d'aujourd'hui. Un Kuluna d'hier devient je ne sais pas quoi. Ça, c'est très bien. Ça, c'est à féliciter d'ailleurs. Coup de bravo à l'initiateur de cette idée-là, le général Kassongo. S'il va m'écouter, vraiment, coup de chapeau et continuer dans ce sens-là. Nous avons aimé l'initiative parce que ça donne déjà de bons résultats. Monsieur Jérôme, est-ce que l'armée aussi, est-ce qu'on peut donner cours d'armée, cours militaire, je peux dire, aux petits, en fait, dans le bas âge et tout, voilà. Est-ce que dans des écoles, cours d'armée ou bien cours militaire, ça peut aussi se donner? Est-ce que c'est important pour une nation? Monsieur les journalistes, bon, je vais répondre à la question parce que ici, je ne donne que mon point de vue. Vous voyez, notre pays, c'est un pays qui est envié par beaucoup de pays voisins. Même ce que nous connaissons à l'est du pays. C'est par rapport à nos richesses. Moi, je ne suis pas contre les serviteurs de Dieu qui prient, oh, il faut prier, il faut tout. Pour la nation. Pour la nation, il faut tout moment être à genoux. Et pourtant, l'ami, celui qui est en face, a une arme. La prière contre les armes, je ne sais pas comment ça peut donner. Mais j'aurais souhaité qu'on intègre, la formation militaire à nos universités. Quelqu'un qui obtient son diplôme d'État, que la formation militaire soit considérée comme une année préparatoire. Avant de commencer la première année de graduat, tout le monde d'abord doit passer par la formation militaire. Pourquoi pas l'éducation de base en fait, À l'éducation de base, il faut voir la maturité. Les militaires, la formation militaire n'est pas moindre. À l'éducation de base, ces enfants sont encore mineurs. Comment on peut enrôler les enfants mineurs dans l'armée? J'aurais souhaité que cette notion soit amenée à l'université. A droit de commencer la première année de graduat, doit d'abord faire une année préparatoire. Et cette année préparatoire-là aura comme nom la formation militaire. Nous avons des universités, nous avons des centres. Dès qu'on vous forme et vous terminez, vous êtes un militaire bien formé, à ce moment-là, vous commencez l'armée. Vous commencez l'université. Dès que vous terminez, là le choix est clair. Soit, si vous êtes passionné de votre pays, vous intégrez l'armée. Si vous voyez que non, ce n'est pas encore le moment, là vous continuez votre université. Mais quand même, vous avez cette formation-là. Qu'est-ce que cela peut donner comme avantage dès qu'il y a une agression, dès qu'il y a la guerre? Dès qu'il y a ce que nous connaissons dans notre pays, là on n'aura plus question de dire que non, on n'a pas d'effectifs, tout ça. On va prendre à n'importe quelle université du pays, on prend ces jeunes-là, on les amène au front, c'est pour faire face à l'agression que nous connaissons toujours au pays. Parce que les étrangers, les pays voisins ont tendance à nous considérer comme les faibles, voilà. Comme les gens qui passent à tout leur temps en priant, en pleurant. Non! Les jeunes Congolais sont là. Même moi qui vous parle. Si on dit que non, a droit d'être professeur, a droit d'être préfet, on va recruter tous les jeunes professeurs, tous les jeunes préfets pour intégrer l'armée. Moi, je serai le premier candidat. Malgré mon âge, bon. Est-ce que notre armée a plusieurs intellectuels? Parce qu'aujourd'hui, on voit des policiers en train de prendre des ordres, des policiers qui ne savent même pas parler français, des policiers. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on ramasse seulement dans la rue comme ça pour intégrer à l'armée ou comment? C'est ça. Est-ce que nous avons des intellectuels
Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. Par rapport au service que vous avez évoqué là, le service de la police, un policier, c'est un agent respectueux parce qu'il a une mission très noble de garder la population et leurs biens, hein, de rassurer la sécurité, restaurer tout ce que les policiers doivent faire. Mais si on observe très bien, nous vivons le contraire. Ne vous attaquez pas seulement aux effets, mais il faut savoir quelles sont les causes. Ce que je peux attribuer comme cause de ce que nos policiers manifestent, c'est un mauvais recrutement. Nos policiers sont recrutés sans critères. Quelqu'un qui était voyou à la cité, il fumait, il a escroqué, il n'a plus une place pour se réfugier, voilà, il s'intègre à la police. Il était Koulouna à la cité, le lendemain vous allez le voir en tenue de la police. Le mauvais recrutement, c'est ce qui est à la base de ça. Comment expliquer un voyou, quelqu'un qui n'a même pas une formation, il n'avait même pas terminé l'éducation de base, mais vous l'appelez policier et pourtant c'est quelqu'un qui a une mission noble. Est-ce que ce n'est pas un problème de rémunération aussi? Rémunération, bon, mais pas tellement. Pour mieux faire, ça ne demande pas seulement d'avoir beaucoup d'argent. Parce que ce qui doit animer tout Congolais soucieux de son pays, il doit avoir la conscience. Vous pouvez me donner des millions pour faire une quelconque activité. Mais si ma conscience n'est pas là, je ne peux pas bien faire ça. Ce n'est pas l'argent qui motive quelqu'un à faire un acte louable, mais c'est la volonté. Une lampe allumée dans votre conscience. Très bien. Oui. Une lampe animée dans votre conscience, là c'est M. Jérôme Kekeanina. Voilà, oui. M. Jérôme Kekeanina, préfet du complexe solaire le Caneton. Et vous avez trop parlé de responsabilité, l'État. Vous avez trop parlé côté, je peux dire, côté négatif de l'État, que non, on ne travaille pas trop bien et tout. Est-ce que il y a quand même l'amélioration? Quel est le côté positif de l'État? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. On n'est pas là comme... ce sont les amis, les camarades qui œuvrent dans les domaines sanitaires et qui ont un appareil qu'on appelle le microscope. Microscope ne voit que des maladies. Non, okay. Nous, on n'est pas microscope. Okay. Là où ça a bien marché, il faut saluer ça. Ouais. Nous avons aimé l'état des droits. Ça, c'est très bien. Quand quelqu'un a fait du mal, il faut qu'il soit rééduqué. Ça, c'est très bien. Nous avons vu nos amis. Est-ce qu'il y a les droits de droit dans vos écoles? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a l'audit de l'état de droit? Est-ce qu'on a arrêté des gens aujourd'hui pour l'école? Parce qu'on a vu beaucoup de procès aussi. L'état de droit, oui. Il y a certains qui ont été arrêtés. Ils sont libérés. Et ils sont libérés. Je ne sais pas comment ils ont été libérés après avoir dévalisé les trésors publics, mais demain le lendemain, on les voit vaquer librement dans leurs occupations. Et là, vous dites que non, l'état de droit... Je ne sais pas. On a bien commencé, mais la finalité vraiment ne nous rassure pas. Quelqu'un qui a gaffé, qui a fait ceci, mais 3 mois, 4 mois en prison, vous allez le voir dehors. Je ne sais pas comment 20 ans peut se réduire en 3 mois. Bon, je ne suis pas de ces domaines-là de la justice. Ce sont nos amis qui prestent dans ce secteur-là qui peuvent nous donner la lumière par rapport à ça. C'est qu'on n'a pas aussi aimé la manière dont les enseignants sont retraités. Parce que j'avais vu, il y avait certains enseignants qu'on avait remis des congélateurs, une somme d'argent comme ça, et on appelait ça décompte final. Non. Ce n'est pas ça qu'on... Le décompte final, ça se calcule. Il faut savoir l'agent en question a presté pendant combien d'années. Combien d'années? Oh, il a travaillé pendant 30 ans par exemple. 30 ans là, à combien de mois? Vous allez trouver le nombre de mois. Maintenant, il bénéficiait combien comme salaire? Vous prenez ce qu'il avait comme salaire, vous multipliez par le nombre de mois qu'il a eu à prester, et c'est toute cette cagnotte-là qu'il faut donner à la personne.
Mais ce que nous vivons au pays, ça n'a aucun rapport avec ce qui devrait se faire. Là, vraiment, on est désolé. Nous ne pouvons pas seulement dire, parce que nous, les jeunes, nous avons besoin de l'emploi, que ces papas-là partent, ils sont fatigués, tout ça. Ce n'est pas bien. Quelqu'un qui a donné toute sa vie pour travailler pour le compte de la nation, il faut aussi l'envoyer dignement à la retraite. Très bien. Et non le chasser du service, c'est dur. Non, ça on ne peut pas saluer. Très bien, triste réalité, ce que vous venez de dire, ça a touché, je pense que tous nos papas de 95 ans, de 80 ans qui ont mal traité par rapport à l'heure de compte finale. Monsieur Jérôme, nous chutons déjà vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Oui. J'espère que non, ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas si c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Oui. Qu'est-ce que vous en dites pour le mot de la fin pour cette émission, pour chuter, pour mettre clore, pour close cette émission d'aujourd'hui? Donc, le mot de la fin, c'est interpeller juste les pouvoirs qui organisent l'enseignement, de respecter ce qui doit se faire. Pour envoyer quelqu'un en retraite, il y a ce qui a déjà été établi. On n'invente pas la roue. La roue a déjà été inventée, mais on ne fait que la modification. Ça, c'est la première des choses. De deux, nous interpellons aussi le jeune de chercher là où il y a des centres de formation pour qu'ils soient eux-mêmes capables de produire. Pour construire notre pays, ce n'est pas en parlant un bon français. Pour développer notre pays, il faut travailler et nous avons toutes les potentialités qui peuvent nous permettre à travailler bien et changer ce pays en un paradis. Rapidement, avec vos dédicaces, si ma madame, qui... Merci beaucoup, voilà. Monsieur le journaliste. Là, je commence par mon épouse. Ah, ok. La dame que j'ai toujours aimée depuis ma toute première enfance, Magui Bahati. Là où vous êtes, je vous salue. Je salue tous mes enfants. Je salue Joseph Aristote. Je salue mon vieux Koubali Charles Aristote. Je salue mon vieux Vandike Mundenga. Mon vieux Jules Ngouloubé, là où vous êtes. Je salue le révérend pasteur Jean-Marie Sokoni, révérend Jean-Louis. Je salue maman pasteur Astrid, maman, je vous salue, et papa. Je salue tous les chrétiens de l'église de la Rédemption. Je salue tous ceux qui me connaissent. Je salue tous les balégas dans les 4 territoires, Pangi, Mwenga, Chabunda, Walikale, partout. Vous me suivez, je vous salue, je vous aime, je suis là. Mais vous avez oublié l'école et vos... Je n'avais pas encore terminé. Comment oublier la base? Comment oublier la base? Je ne saurais pas. Parce que, voilà. Je ne saurais pas oublier la promotrice Maman Odia. Je salue tous les enseignants, à commencer par toutes les dames de la maternelle, les enseignants du primaire, du secondaire. Je salue tous les amis avec qui on travaille, avec au bureau. Je vous salue et je vous aime. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci. Quant à moi, je ne peux pas finir cette émission sans remercier M. Kelimboma qui me suit quelque part. Je salue aussi le mec Ndonga là, qui me suit. Je salue bébé Sohan Kanza et tout le monde qui me connaît. N'oubliez pas de vous abonner massivement au KBS Congo TV et n'oubliez pas de sonner la cloche pour prendre toutes les notifications. Ngana bino mikolo mikoya.